C'est par ce beau temps que nous commençons le premier des 3 cours qui vont être consacrés à Raphaël. Raphaël qui a peint une œuvre très abondante et de qualité évidemment exceptionnelle durant seulement 20 ans, puisqu'il est mort à 37 ans. Alors, je vous donne tout de suite quelques éléments de repères chronologiques sur lesquels je fonde évidemment la succession des 3 cours. Donc Raphaël, qui est né à Urbino, pas à Florence, à Urbino, 1483, soit le 26 mars, soit le 6 avril, et il est fils d'un peintre, du peintre Giovanni Santi, 1483. Et en 1493, donc à 11 ans, il entre comme apprenti dans l'atelier du Pérugin à Pérouse. Le Pérugin qui avait 2 ateliers, un à Pérouse, l'autre à Florence. Ensuite, en 1500, il est devenu maître peintre. Et c'est donc le début de son œuvre qui se déroule sur 20 ans, puisqu'il décède en 1520. Donc 1500, il est devenu maître peintre. Et 4 ans plus tard, en 1504, il s'installe à Florence. Mais en 1508, il est appelé par le pape Jules II à Rome, et donc il s'installe dans la ville éternelle en 1508. Ce qui fait que la première partie, traitée aujourd'hui, concerne la période de 1500 à 1508, puisque, étant appelé en 1508 par le pape Jules II à Rome pour peindre les 3 chambres pontificales, c'est-à-dire la chambre de la signature, la chambre d'Héliodore, la chambre de l'incendie, et ces chambres vont être peintes sur évidemment une période de plusieurs années, de 1508 à 1514. Et ce sera la deuxième partie du cours sur Raphaël. En 1514, d'ailleurs, à la fin de la réalisation de ces 3 chambres, nous serons sous le pontificat de Léon X. Et ensuite, 3 dates simplement à retenir. 1509, il obtient une charge de scriptor brevium à la cour pontificale, ce qui lui assure une rémunération régulière, en dehors évidemment du paiement de ses œuvres pour cette période de réalisation des chambres pontificales que l'on verra en détail évidemment au prochain cours. 1514, il est nommé architecte de Saint-Pierre de Rome, puisque la basilique Saint-Pierre est en cours de construction. Il est également donc architecte, mais cette œuvre, nous ne nous y intéresserons pas parce qu'on ne peut pas tout voir. Et enfin, 6 avril 1520, il décède et il est enterré le lendemain sur sa demande au Panthéon. Sa tombe se trouve donc au Panthéon que tout un chacun peut visiter à Rome. Voilà des repères chronologiques très simples. Une vie essentiellement de travail. Et nous allons commencer aujourd'hui donc par des œuvres qui se trouvent autour de la période 1500. Nous n'irons pas plus loin que 1508 avec cette résurrection du Christ vers 1499-1500. Je reviens un peu en arrière, un petit tableau, un petit panneau magnifique qui met en scène le matin pascal de la résurrection du Christ, qui se présente un peu comme un lever de soleil. Le Rédempteur est debout, dans une pose pleine de noblesse et de grâce, tenant l'étendard de la victoire sur la mort, qui est en quelque sorte l'attribut de cette représentation du Christ ressuscité,
qui s'élève au-dessus du tombeau et flotte dans les airs. Son bras droit levé et bénissant accentue cette élévation. Ce Christ triomphant est encadré par un délicat couple d'anges dont les corps sont inclinés l'un vers l'autre et qui forment une libre symétrie faisant écho à celle des deux gardes couchés en bas. Ceux-ci paraissent d'ailleurs avoir été réveillés par leurs collègues debout à gauche. Vous voyez la symétrie, hein, les deux gardes couchés, les deux gardes debout, avec d'ailleurs l'un le bras droit levé, l'autre le bras gauche, les deux anges tournés vers le Christ. Donc tout ça donne une symétrie, mais qui est très libre, qui n'est pas du tout rigide, avec au milieu le tombeau dont le couvercle, on va le voir plus en détail, hein, bien sûr. Je vais vous montrer maintenant le tableau de haut en bas en plusieurs fois, en commençant donc par le haut avec ce Christ encadré des deux anges qui ont un phylactère sur lequel rien n'est inscrit. Le fond, le paysage du fond se présente comme c'est très souvent le cas, mais chez la plupart des peintres, ça vient même, je pense, des icônes, c'est-à-dire qu'à gauche, le centre du fond du tableau est toujours un peu plus en creux, tandis que les élévations, soit en montagne, soit en colline, soit en monument, se trouvent de part et d'autre, de gauche à droite. Alors, ce qui est très justifié lorsqu'il y a un personnage important au milieu, mais ce que l'on trouve aussi lorsqu'il n'y a pas de personnage au milieu. Nous descendons du tableau et nous voyons maintenant le couvercle du tombeau qui est déplacé en diagonale sur la cuve, ce qui imprime un mouvement de rotation qui est également celui des soldats. On a l'impression qu'il y a un mouvement circulaire des soldats de gauche à droite. Alors ce tableau est un mélange d'influences du pérugin pour la formule de base, du pinturicchio pour la profusion décorative, hein, parce que le tableau est très rempli de personnages, et à Signorelli pour l'antiquité et l'antiquité de l'art du mouvement. Et si nous regardons ce tombeau plus en détail, voilà, on le voit déjà mieux ici, les pieds, le piétement du tombeau nous montre des têtes de monstres, qui est en quelque sorte la partie terrestre, hein, et la partie du mal, alors que le couvercle, lui, présente une sorte de sous le couvercle, enfin sous la partie supérieure du couvercle du tombeau, vous avez des têtes de dauphins. Donc, ce qui est une partie plutôt positive, hein, pour nous montrer donc la victoire définitive sur le péché et la mort. Un thème évidemment fondamental pour l'iconographie de la résurrection. Ici d'ailleurs, ce Christ qui s'élève, alors on a quelquefois des iconographies proches. Par exemple, on trouve aussi des élévations du Christ dans l'épisode de la transfiguration. Donc voilà la partie inférieure du tombeau avec les deux soldats encore assis qui viennent d'être réveillés par leurs collègues. Et puis cette vivacité de Raphaël, douceur, vivacité. Il a un côté, Raphaël, c'est une éponge. C'est-à-dire qu'il prend tout ce qu'il voit, notamment
chez Léonard de Vinci, mais pas seulement, chez d'autres. On va le voir aussi pour ce qui concerne, mais un peu plus tard, Michel-Ange. Il regarde tout autour de lui dans toutes les œuvres et il les prend ensuite pour lui et il en fait une sublimation. Avec un équilibre voilà, maintenant on admire quelques détails. Toujours une très belle opposition des couleurs, hein. Ici la dominante bleue pour l'un des anges, verte pour l'autre. Et puis, il y a aussi dans l'arrière-plan à gauche le chemin qui vient de Jérusalem et les saintes femmes qui approchent du tombeau. Toute autre chose, donc, comme d'habitude, hein, je considère les œuvres, c'est un parcours qui n'est pas évidemment exhaustif, hein, l'œuvre de Raphaël est extrêmement abondante dans un si court laps de temps. Un autoportrait avec un point d'interrogation, mais quand même considéré majoritairement par les historiens de l'art, tout petit, c'est un dessin, hein, vers 1500-1502, donc il est âgé à peu près de 17 ans. Voilà. Magnifique portrait à la craie noire, qui est mentionné au XVIIIe siècle comme étant un autoportrait de Raphaël. Alors, le type de visage peut être comparé à un autoportrait qu'on va voir tout à l'heure, qui lui est très connu, l'autoportrait de 1506, qui est à Florence, alors même que dans le visage qui est présenté ici dans ce dessin, eh bien, les yeux sont clairs, alors que dans la peinture que l'on va voir ultérieurement, les yeux sont sombres. Mais ça ne veut rien dire, puisque le dessin peut être considéré comme plus sommaire qu'une peinture, ce qui est bien normal. Et puis on a ici le visage tourné vers la gauche, alors que dans le portrait qu'on verra plus tard, il est tourné de l'autre côté. Cependant, donc, la majorité des historiens tient ce dessin comme un autoportrait de Raphaël, âgé à peu près de 17 ans, qui vient donc de terminer son apprentissage et qui est maître peintre maintenant à la Guilde des peintres, mais il n'est pas encore à Florence. Voilà, on retrouvera ce visage de douceur dans le prochain autoportrait. Mais, continuons notre chronologie, Saint-Sébastien. Saint-Sébastien en buste, donc petit tableau encore, hein, vers 1502. Saint-Sébastien en buste qui tient dans sa main droite, évidemment, la flèche qui est symbole de son martyre. Il est montré en position frontale, contrairement à ce que l'on verra, hein, dans les portraits ultérieurs. Et ce qui fait que ce petit tableau, en buste et en position frontale, est assez proche du caractère d'une icône. Le visage est songeur et il rappelle les physionomies similaires dans l'œuvre du Pérugin. Il ne faut pas oublier que son maître à Raphaël, c'est Pérugin. On trouve encore ce type de visage. Vous vous souvenez de nombreux tableaux que nous avons vus, mais ici, ce type de physionomie est proche de ce qu'il a fait dans sa Marie-Madeleine, avec une expression angélique et douce.
Alors pour ce qui concerne la profondeur spatiale, regardons spécialement à droite l'arrière-plan avec 3 niveaux, 3 étagements. La profondeur spatiale est suggérée par le second plan, d'abord les arbres, vert foncé, et puis ensuite les collines, spécialement sur la droite, les collines, un vert un peu plus clair, et puis pour finir avec le bleu des montagnes. Donc c'est un étagement de l'arrière-plan par différenciation adoucie, comme on l'a trouvé aussi dans la peinture flamande. On retrouve aussi une décoration en buste, évidemment différente de ce qu'on avait dans la Marie-Madeleine du Pérugin. Et voilà donc son visage bien ovale, avec déjà la maîtrise du sfumato, c'est-à-dire donc il n'y a pas de séparation nette avec des traits linéaires comme on l'avait vu chez Botticelli. Ici, il a pris les leçons de Léonard de Vinci et c'est donc une frontière quasi indéfinissable entre le visage, les cheveux, la maîtrise du passage de l'ombre à la lumière. Un portrait d'un homme, petit tableau toujours. Alors, les historiens de l'art considèrent que c'est une œuvre qui est de Raphaël, bien sûr, mais avec l'aide d'un collaborateur, peut-être pour des parties moins importantes que le visage. Donc, l'homme ici est représenté en buste, mais il est de 3/4. Et la tête tournée vers le spectateur. Ça, c'est évidemment l'influence de Léonard de Vinci qui va être généralisée dans la plupart des portraits. Le château à l'arrière-plan à droite est emprunté à une gravure de Dürer. La gravure étant, comme vous le savez, l'équivalent de la photographie d'aujourd'hui, permettant aux œuvres de circuler même en dehors du pays d'origine de l'artiste. La qualité du modelé et de l'expression du visage renforce l'attribution à titre principal à Raphaël. S'il fallait enlever l'attribution au peintre de l'intervention dans les tableaux d'un collaborateur, même une intervention secondaire, il ne resterait pas grand-chose. C'était à l'intérieur d'un atelier et évidemment le maître se réservait les parties principales en général, voilà, et admirons le modelé et l'expression de cet homme non identifié qui nous regarde. Le travail sur la pommette. Et voilà donc son pourpoint. Alors, un des tableaux du Louvre, puisqu'il y a 7 ou 8 tableaux du Louvre sur Raphaël, le petit Saint-Michel.
Alors, le petit Saint-Michel, pourquoi? Parce qu'il y en a un grand. Donc, il s'agit ici du petit Saint-Michel, qui est un tableau qu'il faut regarder juste avant son pendant. Donc, il est 31 cm sur 26. Il y a deux petits tableaux que nous allons voir successivement, mais il faut bien commencer par l'un. Celui de Saint-Michel que vous voyez, combattant Lucifer. Je mets tout de suite en largeur. Et suivra comme tableau celui de Saint-Georges terrassant le dragon. Donc ici, Saint-Michel combattant Lucifer, avant Saint-Georges terrassant le dragon. Ces deux petits tableaux ont été peints pour la cour d'Urbino. Et il faut donc s'expliquer sur le contexte. François-Marie Della Rovere. Alors, Della Rovere, c'est un membre de la famille du pape Jules II, pape qui règne à ce moment-là. Et ce François-Marie Della Rovere est adopté par le duc d'Urbino. Il est adopté pour que ce duc puisse avoir une succession. Et ce jeune adopté a été promu chevalier de l'ordre de Saint-Michel en 1503 par le roi de France Louis XII. Nous sommes dans les campagnes d'Italie. Donc vous voyez le rapport avec Saint-Michel. Et le deuxième tableau que nous verrons ensuite, lui, est en rapport avec Saint-Georges. Pourquoi? Parce que le duc d'Urbino, donc l'adoptant, Guidobaldo de Montefeltro, a été promu en 1504 chevalier de l'ordre de la Jarretière, dont le patron est Saint-Georges. Et ceci par le roi d'Angleterre, cette fois, Henri VII. Vous voyez, on aimait déjà les breloques à cette époque. C'était l'équivalent de la Légion d'honneur. Et les deux peintures représentent donc des saints guerriers. Et c'était certainement des pendants, et qui doivent être compris comme une référence à Guidobaldo comme protecteur de l'Église, dont il a été nommé capitaine général, puisqu'à l'époque, le pape était un chef d'État avec une armée. Donc nous voyons ici le premier des deux pendants. Et ces deux pendants sont au Louvre. Alors, ici, intéressons-nous maintenant au contenu du tableau. Nous voyons bien sûr le combat de l'archange qui écrase Lucifer en dragon cornu, et il se tient devant un décor qui est partagé entre une ville en flammes à gauche et un fond rocheux à droite. Vous voyez aussi que Saint-Michel est entouré d'autres monstres menaçants, une référence à l'Apocalypse. Et voyons maintenant les plans intermédiaires. Vous les voyez d'ailleurs déjà sur l'ensemble du tableau. Voilà, approchons-nous un peu. Et sur ces plans intermédiaires, à gauche sont représentés des hypocrites vêtus de leurs bures et capuches. Et à droite, les voleurs qui sont nus et qui sont étouffés par des serpents. C'est une référence à la Divine Comédie de Dante dans la partie relative à l'enfer. On va regarder ça d'un peu plus près. Je crois que vous voyez bien le fond du tableau à gauche et à droite. Je descends là le tableau, le petit tableau presque carré. Cette disposition verticale nous montre l'élan de Saint-Michel qui se dresse et écrase de son pied la tête du dragon, de Lucifer.
le mouvement de la main, des ailes déployées. Voilà. Et à gauche, vous voyez donc cette espèce de procession des hypocrites en robe de bure. Et maintenant, Lucifer mal en point, avec 2 cornes. Alors il y a d'autres animaux, vous voyez, un autre monstre là. Oui, tout à l'heure, je reviens un tout petit peu en arrière, on voit à droite, vous voyez à droite là, les personnages c'est difficile à photographier, c'est un tout petit tableau, alors pour les détails, c'est assez difficile. Et donc vous voyez à droite des personnages avec des serpents qui les enroulent, plus ou moins. Là on voit très bien la ville en flammes, notre Lucifer. Alors maintenant le pendant. Même dimension, vous voyez, qui est au Louvre, le Saint-Georges et le Dragon. Alors, comme composition, c'est plus conventionnel, hein. Surtout pour le fond, il n'y a pas ces éléments un peu particuliers. Alors, le Saint Chevalier Georges sauve la princesse qui s'enfuit à droite. La princesse de Silène, il la sauve d'un dragon qui vivait près d'un lac et terrorisait les environs. Alors en ce qui concerne la conception du combat entre le dragon et Saint-Georges, Raphaël s'est appuyé sur des modèles florentins, si vous vous souvenez notamment du relief de la prédelle qui se trouve sous le Saint-Georges de Donatello, qui est une sculpture donc, et où l'on retrouve des éléments semblables, dont il s'est très probablement inspiré. Et ici, on remarque en particulier l'impétuosité du mouvement, l'élan du cheval, la force dramatique, et tout ça révèle l'influence de Léonard de Vinci. Saint-Georges a relâché les brides de son cheval et d'un large mouvement de son bras armé d'une épée, il s'apprête à porter le coup final au dragon qui est, vous allez le voir mieux encore tout à l'heure, qui est déjà empalé sur la lance brisée, dont des morceaux sont au sol. Et puis les couleurs sont fondées sur un rapport de contraste entre le blanc du cheval et les teintes sombres de l'armure et du dragon. Avec une composition sur une diagonale qui part en bas à gauche et en haut à droite, qui part donc du dragon pour arriver à la princesse et à la colline. Et le mouvement du bras droit de Saint-Georges, auquel s'oppose le flottement de son manteau, ce qui évidemment accentue
hein, l'impression de tourbillon. Avec son casque magnifique. Hein. Le mariage de la Vierge. Donc un grand tableau, hein, un tableau d'autel, qui est signé et daté 1504, donc qui se trouve à Milan. Il est daté sous le tambour du temple, nous verrons. Donc réalisé pour une chapelle dans l'église Saint-François à Città di Castello, le commanditaire étant Filippo di Ludovico Albizini, qui avait acquis en 1501 le droit de patronage sur cette chapelle. Nous avons déjà vu ce fonctionnement, hein, des grands bourgeois ou nobles acquièrent le patronage d'une chapelle, évidemment, moyennant finance, ce qui leur permet ensuite de la faire décorer par des artistes. Et au centre, évidemment, le grand prêtre, à sa gauche, Joseph remet à Marie l'anneau de mariage, de la main droite, tandis qu'il tient dans la main gauche un bâton fleuri, qui est le signe de son élection. Je vous l'ai déjà dit, hein, selon la légende dorée et les évangiles apocryphes, eh bien, il y avait plusieurs prétendants, essentiellement des jeunes, et l'heureux élu est celui dont le bâton devait fleurir, ce qui a été le cas pour Joseph, alors que nous voyons à droite deux jeunes gens en train de briser leur bâton de rage pour n'avoir pas été choisis. Alors, ce thème de la remise de l'anneau est important dans ce tableau parce que il y avait une vénération fervente chez les franciscains dans la région de l'Ombrie, une vénération fervente de l'anneau de la Vierge qui a culminé avec l'accueil à Pérouse, dans la cathédrale, de la relique de l'anneau. Voilà ce qui explique, hein, le choix du thème pour ce tableau. À gauche, nous avons évidemment les dames, hein, répartition, les hommes à droite, les dames à gauche, et les dames, elles, suivent sérieusement la cérémonie. Et nous allons aller vers le fond du tableau. On voit que les lignes de perspective sont commandées par le dallage. Le côté des hommes maintenant. Et voilà le temple. À l'arrière-plan, donc, le temple imaginaire de Jérusalem. Ici, un édifice à plan centré, avec une rotonde extérieure, une sorte de galerie, rotonde extérieure à 16 côtés, qui entoure la base à 12 côtés,
et au-dessus, un tambour à 12 côtés et fenêtres, surmonté d'une coupole. Tout l'espace pictural est donc articulé avec une précision géométrique, lisible sur la structure du dallage du sol que l'on a vu. Le point de fuite, c'est-à-dire la convergence des lignes de perspective, se situe dans la porte ouverte à la base du temple. Donc géométrie, symétrie. À Rome, il y a au moins 2 basiliques, 2 églises qui comportent une rotonde, soit extérieure, soit intérieure. Et voilà la signature, donc, sous le tambour, sous même la corniche de la galerie, Raphaël, Urbinas et la date. Il signe toujours d'ailleurs un Raphaël Urbinas, ou Raffaello, ça dépend, mais Urbinas. Il tient à sa ville de naissance. Ce qui nous montre aussi le détail de l'architecture remarquablement réalisée de ce temple. Autre grand tableau, le couronnement de la Vierge, donc encore plus important pour les dimensions. Ce retable a été peint pour la chapelle de la famille degli Oddi dans l'église San Francesco à Pérouse, San Francesco al Prato. Vous voyez, beaucoup d'églises franciscaines. Et du point de vue iconographique, ce couronnement de la Vierge dérive du modèle traditionnel de l'Assomption de la Vierge. En haut l'Assomption, en bas le sarcophage, les 12 apôtres et le don de la ceinture à Thomas l'incrédule, qui dérive aussi de la légende dorée que nous retrouvons ici. Alors, au registre supérieur, la Vierge est couronnée par le Christ, alors qu'il y a évidemment des tableaux, d'autres peintres dans lesquels le couronnement est réalisé par la Sainte Trinité, les 3 personnes divines, et ici donc en présence de 4 anges qui se trouvent de part et d'autre du trône. Le trône est un trône unique sur lequel se trouvent assis la Vierge et le Christ. C'est un trône de nuages. Et les côtés du trône ont dessous 2 petits angelots. Et ce trône de nuages, c'est aussi un emprunt au Pérugin dans la Madone de Bologne. Au registre inférieur, les 12 apôtres qui sont réunis autour du tombeau vide, sur lequel poussent des lys et des roses, qui sont autant d'attributs de la pureté de la Vierge. Et au centre du groupe des apôtres, nous avons Thomas. Thomas vient de recevoir la ceinture de la Vierge, qui est la preuve de son Assomption, dont il doutait. C'est un peu une transposition du récit évangélique sur le fait que Thomas, absent lors de l'apparition du Christ ressuscité, a dit qu'il ne croirait à cette résurrection que lorsqu'il pourrait mettre ses doigts dans les plaies du Christ. Et donc ici Thomas se trouve au centre de la frise des apôtres, et il est flanqué de Pierre à sa droite et de Paul à sa gauche, avec leurs attributs, la clé pour le premier, l'épée pour le second, étant rappelé que l'un et l'autre forment les 2 colonnes de l'Église. Donc on a voulu maintenir
cette hiérarchie des apôtres, tout en donnant à Thomas, puisque c'est le sujet de la remise de la ceinture, la place centrale. Alors, ces apôtres, eh bien, les uns sont reliés au plan supérieur par leur regard, et d'autres cherchent au contraire le contact visuel avec le spectateur, dans une symétrie de ces apôtres en frise. Symétrie aussi, vous voyez les huit têtes d'angelots qui sont au-dessus dans la partie supérieure du couronnement, tout en haut du tableau. Partie supérieure qui est incurvée comme une coupole, donc c'est toujours la manifestation de la partie céleste. Des anges musiciens alors plus de détails sur la partie supérieure. Opposition des couleurs entre le rouge, le bleu, le blanc, le vert. Vous voyez, pour le Christ, sa robe est bleue, son manteau est rouge, et pour la Vierge, c'est l'inverse. Avec en plus le revers qui est vert. Donc les couleurs se répondent. Ouais, là retrouvons des visages qu'on avait avec le Pérugin, mais ici avec un peu plus d'expression. Voilà, certains, vous voyez, vous avez trois apôtres qui regardent vers le ciel et un qui regarde le spectateur. Et à droite, on retrouve la même chose. L'apôtre le plus à droite regarde le spectateur, un autre à gauche, et celui à la tunique rose regarde le ciel. Voilà Saint Paul avec son attribut. Un portrait de jeune homme. Alors, ce jeune homme a été identifié, du moins pour la majorité des historiens de l'art, comme François-Marie Della Rovere, celui qui a été intronisé chevalier de l'ordre de Saint-Michel et qui a été adopté en 1504 par le duc d'Urbino, qui était sans héritier, et cela pour assurer sa succession. Là, le jeune homme se présente de trois quarts, sur un fond paysager. Il est élégamment vêtu, avec une pelisse rouge garnie de zibelines. Il est coiffé d'un bonnet rouge
et il tient une pomme. C'est un portrait sur le plan pictural d'une exceptionnelle qualité et qui, comme tel, a toujours été attribué à Raphaël, sans discussion. Il a un regard un petit peu vague. Et la police est remarquablement réussie. Hein. La zibeline. Alors maintenant, un tableau un peu énigmatique, c'est aussi, il a son pendant. Le songe du chevalier tout petit, 17 sur 17, c'est tout petit. Et l'un de ces, le tableau qui suit celui-ci, le pendant, c'est les trois grâces. Mais commençons par le songe du chevalier, c'est comme ça qu'on l'a appelé, parce qu'il n'a pas évidemment de titre mentionné sur le tableau. Comme il est carré, je vous le montre hein, en plusieurs fois. Le haut, le centre, le bas. Alors on va se concentrer. Je vous montre le haut. Là aussi, toujours pareil avec les... Hein, comme je vous ai dit, sur les fonds de tableau, bien qu'il n'y ait pas de personnage au milieu, eh bien vous avez une colline plutôt vers la gauche avec un monticule rocheux et puis une plaine à droite, une plaine fluviale à droite avec un château. Alors voyons maintenant, voilà, le centre du tableau nous permet d'expliquer sa signification. Donc ce petit tableau et celui des trois grâces sont manifestement dépendants. Leurs dimensions sont identiques. Leur format carré petit est inhabituel et le support de bois provient du même peuplier. Donc les analyses ont montré que c'était le même peuplier qui avait servi pour Udo, donc manifestement. Alors c'était peut-être les deux volets d'un diptyque, mais là les deux tableaux ne sont pas au même endroit. Celui-ci est à Londres et l'autre est à Chantilly. Donc au premier plan, un chevalier qui est couché en appui sur un bouclier. Il est sous un jeune laurier et il est flanqué de deux jeunes femmes. Deux jeunes femmes dont on observe principalement qu'elles sont différemment vêtues. À l'arrière-plan, donc le paysage, avec l'éminence rocheuse à gauche, la vallée fluviale à droite. Principalement un récit donné au 1er siècle de notre ère par Silius Italicus dans son histoire de la deuxième guerre punique. Donc nous sommes dans l'époque romaine. Il s'agit du héros, d'un héros romain, un héros de vertu, Scipion l'Africain, à qui deux femmes, incarnation l'une de Virtus, l'autre de Voluptas, donc l'une de la vertu, l'autre de la volupté, apparurent dans une vision qu'il eut en rêve. Il est en train de dormir, il rêve et voilà ce qu'il voit. C'est la doctrine antique des deux voies entre lesquelles l'homme doit choisir, la vertu ou la volupté, au sens large. Hein. Regardons-le un peu plus en détail, petit tableau. Alors, est-ce que l'arbre marque en quelque sorte l'axe de la balance, hein, le fléau entre
Il faut choisir d'un côté ou de l'autre. Alors, quelle est la vertu et quelle est... On peut penser que la vertu, c'est la personne de gauche avec le livre et l'épée, et la voluptas, la personne de droite, avec son collier de coraux, plus qu'un collier d'ailleurs. Voilà, sur le détail sur le fond du tableau qui est très bien réalisé, avec aussi cet étagement des couleurs il y a tout un ensemble monumental. Sorte d'église contre le rocher. Alors elle tient une fleur, celle-ci, dans la main droite. Et on voit très bien cette vallée fluviale avec une sorte de monument barrage, un peu. Et voilà le pendant, les Trois Grâces, donc même dimension, qui se trouve au musée Chantilly, au musée Condé, à Chantilly. Donc là, c'est photographié sur le tableau, dans le petit cabinet où se trouve ce tableau qui est très connu, un des tableaux de Raphaël les plus connus. Donc cette représentation des Trois Grâces, c'est un sujet codifié vers la fin du XVe siècle. Les trois femmes sont nues, elles se touchent les unes les autres, deux sont de face et la troisième de dos. C'est une construction géométrique, fondée sur l'opposition symétrique, sorte de contrapposto, comme on dit en italien, typique de la Renaissance. Alors, comme modèle direct, Raphaël se serait inspiré, appuyé sur un groupe statuaire antique qui se trouve à Sienne, dans la Libreria Piccolomini. Et chez Raphaël, les Trois Grâces tiennent chacune dans une main une boule d'or. Deux d'entre elles portent en outre un collier de coraux autour du cou, celle qui est de dos et celle qui est à droite. Dans le tableau du songe du chevalier, la personnification féminine de droite est aussi parée d'un collier de coraux, certes plus fourni. Alors ceci étant, l'identification individuelle de chaque grâce est controversée. On a vu aussi les Trois Grâces dans le tableau du printemps de Botticelli. Alors, donc, controverse sur l'identification individuelle. Les interprétations sont multiples, et parmi ces interprétations, en voici une qui est aussi arbitraire que d'autres. À gauche, la chasteté, castitas. À droite, la volupté, voluptas, avec une parure plus abondante autour du cou. Et au centre, la beauté, pulchritudo, moins parée que la volupté, élément de pondération entre les deux extrêmes. Donc la signification de la représentation des Trois Grâces est variable et dépend du contexte. Voilà, vous n'en savez pas beaucoup plus, mais on va admirer ce petit tableau d'un peu plus près. Voilà.
Alors, une volonté de symétrie manifeste. Bon, on aura tous les styles pour les trois grâces. On a vu Botticelli, mais si vous pensez à Rubens, c'est autre chose, quoi. Donc il faut bien se souvenir que ça mesure 17 cm au total sur 17. Donc je n'irai pas plus loin dans les détails. Voilà, un autre Saint-Georges et le dragon, qui celui-ci n'a pas de pendant connu, mais qui est intéressant. Donc 1504-1505, 28 sur 21, c'est pas grand non plus. Alors ce tableau est signé, il est signé Raffaello sur la poitrinière du cheval. Vous ne pouvez pas voir ça maintenant, c'est trop petit, mais on va s'en approcher. Et la princesse ici, elle ne s'enfuit pas, mais elle prie agenouillée à droite, elle prie agenouillée. En effet, selon la légende, Saint Georges ne tue le dragon qu'après que toute la famille royale se soit convertie au christianisme. Et puis, contraste avec le même sujet que nous avons déjà vu, c'est que le mouvement du combat se dirige vers le fond et non pas vers le spectateur, comme c'était le cas dans le tableau du Louvre. Et puis, à l'arrière-plan, il y a deux éléments qui sont assez originaux. Vous voyez deux tours. Une tour d'église et une tour militaire, la Torre delle Milizie à Rome, qui était considérée comme une pierre miliaire importante dans l'histoire militaire de Rome. Alors l'association des deux tours, c'est l'Église et l'armée. Et cela renvoie à l'idée de miles Christianus, c'est-à-dire de soldats de Dieu, avec laquelle le commanditaire princier Guidobaldo de Montefeltro pouvait s'identifier, puisqu'il avait été proclamé capitaine général de l'armée du pape. Donc on retrouve la même signification. Alors dans les détails ici, on voit que le dragon agrippe de sa griffe la lance de Saint Georges. Et donc là, vous pouvez peut-être voir sur la poitrinière du cheval Raffaello. Vous le voyez? Bon. Ben, je crois que là, vous allez voir encore mieux. Le cheval, d'ailleurs, qui nous regarde. Et l'on voit bien les deux tours. Le clocher et la tour miliaire. Le vilain dragon. Changement d'univers. On va aborder les célèbres madones, pas toutes, mais les plus importantes, les célèbres madones de Raphaël, dans sa période florentine, puisqu'il est à Florence entre 1504 et 1508.
Alors ici, elle est représentée un peu plus d'ami-corps, et le nom de cette Madone est simplement dû au fait que le grand-duc de Toscane, Ferdinand III, en a été propriétaire. Tout simplement. C'est une mère de Dieu statuaire, tournée vers le spectateur et relevant presque de l'icône. L'enfant, quant à lui, est assez statique. Et l'esthétique de l'ensemble, et notamment du visage, s'appuie sur le sfumato de Léonard, ce changement imperceptible aux extrémités du visage, ce jeu d'ombre et de lumière, comme s'il y avait un brouillard ou une fumée. Donc cette progression douce entre le fond noir et le visage, la chevelure de la Vierge, comme le visage de l'enfant Jésus. Alors, la peinture à l'origine contenait un paysage, et on ne sait pas si le paysage supprimé l'a été par Raphaël ou par un repeint postérieur. Donc là, on commence à apprécier la perfection des visages, spécialement de la Vierge. Un ovale parfait, et puis des contours doux par cette assimilation parfaite du sfumato inventé par Léonard. Voilà l'autoportrait auquel je faisais allusion tout à l'heure. Autoportrait peint, donc, un petit tableau aussi, de Florence. C'est bien un autoportrait parce que la ressemblance avec celui qui a été identifié par Vasari dans l'école d'Athènes, fresque qui se trouve au palais pontifical, que nous verrons dans une prochaine séance, il s'agit effectivement du même personnage. Donc représentation en buste de 3/4 qui possède une certaine dynamique. Le visage et les yeux sont dirigés vers le spectateur, alors que le torse pointe dans une autre direction. Et cette posture, ainsi définie, correspond à l'idéal formel que Léonard de Vinci a décrit dans son traité de peinture et qu'il a réalisé dans ses portraits et que nous verrons dans la plupart des portraits ultérieurs. Alors, pour approcher un peu la personnalité de Raphaël, je vous lis l'extrait d'une lettre. Dans une lettre de recommandation de 1504, Giovanna Feltria della Rovere
encore la famille du pape, s'exprime ainsi, je cite, « Le porteur de cette missive est Raphaël, peintre d'Urbino, qui s'étant profondément engagé dans son exercice, a choisi de rester pendant quelque temps à Florence pour apprendre. C'est un jeune homme discret et gentil. De tout point de vue, je l'aime extrêmement. » Alors, c'est une caractéristique de Raphaël, c'est que contrairement à des tempéraments volcaniques, comme Michel-Ange par exemple, c'est un homme qui est considéré de toutes parts comme très doux, très aimable, de très bonne compagnie, donc il n'a presque que des qualités. Il appréciait beaucoup le charme féminin. Certains disent peut-être un peu trop parce que ça a peut-être participé de sa mort prématurée. On sait qu'il y a un cardinal qui voulait le marier, mais bon, ça n'a pas pu se faire, du fait peut-être qu'il est mort trop tôt. Voilà. Mais il est très doux, très convivial, donc du côté des rapports humains, il n'a pas eu aucune difficulté. Alors, je vous dis simplement une chose, mais parce que je l'ai en tête en ce moment, dans la réalisation des fresques du palais pontifical, des chambres, lorsque Raphaël réalise la première chambre, celle de la signature, il est prévu que d'autres peintres vont intervenir, et il existe aussi un fait, c'est que dans les autres chambres, il y a déjà des fresques, pas partout, mais il y en a. Eh bien, le pape fait démolir les fresques, y compris, il y en a une de Piero della Francesca. Il a été tellement convaincu par la première, celle de la chambre de la signature, qu'il a dit, vous allez faire tout le reste, tout seul. Voilà, mais on en parlera quand on sera dans les chambres de Raphaël. Pour l'instant, nous continuons. Donc, détail du visage notamment sur ce portrait. Qu'on retrouve vraiment dans l'école d'Athènes. Une des fresques les plus importantes de Raphaël. On revient à nos madones. La Madone à la prairie. Elles sont assez grandes, ces madones. Alors celle-ci, c'est l'une des 3 ou 4 principales, toujours pour la période florentine. Elles font plus d'1 mètre quand même de haut. Alors c'est pas tout à fait des petits tableaux transportables, avec la Vierge au chardonneret et la belle jardinière du Louvre. La Madone à la prairie compte parmi les madones de grand format de la période florentine de Raphaël. C'étaient des décorations de prestige avec lesquelles l'élite florentine embellissait ses palais. Alors ce tableau relève du type iconographique de la Madone d'humilité. D'humilité, pourquoi? Parce qu'elle n'est pas assise sur un trône, c'est pas la Théotokos. Elle est assise sur un coussin, voire parfois sur le sol. Donc, type iconographique de la Madone de l'humilité. Ici, elle pose un regard bienveillant sur les enfants Jésus et Jean-Baptiste. Raphaël, ici comme dans d'autres madones, thématise l'interaction entre les 2 garçons. L'enfant Jean-Baptiste, qui est vêtu de la peau de bête en référence aux éléments figurant dans les évangiles, puisqu'il vivait au désert, il est agenouillé devant l'enfant Jésus,
lequel se tourne vers la croix, à la fois attribut du petit Jean-Baptiste et symbole de la passion du Christ. Et l'arrière-plan ouvre la vue sur un vaste paysage de plaines, de lacs et de collines, avec toujours sur les côtés l'élévation supérieure. Ce tableau est l'exemple classique d'une composition fondée sur une pyramide ou un triangle d'isocèle, ceci étant encore dû à l'influence de Léonard de Vinci. Une belle perspective atmosphérique où on passe du vert au un peu gris, et puis ensuite un bleu un peu soutenu, et puis le bleu clair pour terminer avant le bleu encore plus clair du ciel. Autre sujet, donc, le Christ bénissant, petit tableau encore. Le Christ ici est sobrement vêtu d'un drap rouge foncé, qui peut faire référence à son vêtement de pourpre qui a été mis sur ses épaules par les soldats romains pour se moquer de lui. Le fond paysager est indifférencié. Il lève sa main droite en geste de bénédiction et montre de la main gauche sa plaie costale. Et ses deux mains montrent les plaies de sa passion. La couronne d'épines a été ajoutée plus tard, peut-être de la main de Raphaël. Donc cette peinture rappelle les représentations du Salvator Mundi, qui était très apprécié à l'époque, tant en Flandre qu'en Italie. Et l'accent est mis à la fois sur la souffrance du Christ, mais aussi sur son œuvre de rédemption, puisqu'il est vainqueur de la mort, et qu'il montre, comme c'est le cas chez d'autres peintres, ici, ce n'est pas un corps abîmé par la souffrance, c'est au contraire un corps absolument splendide, respectant parfaitement les lois anatomiques. Et le geste de bénédiction peut se référer aussi aux apparitions du Christ à ses disciples après la résurrection. Le modelé du torse est absolument remarquable.
Ah, j'ai vraiment des détails sur le visage. Nous allons voir deux portraits maintenant, des portraits de Agnolo Doni et de son épouse, successivement, donc Agnolo Doni. Si je suis allé trop vite, 1506, Agnolo Doni. Portrait à mi-corps qui montre ce drapier florentin, Agnolo Doni, un drapier florentin, dans une pose de 3/4 devant une vue paysagère qui est ici sommaire encore, avec un habit luxueux, hein, un pourpoint de velours, avec des manches rouges profonds et une toque noire sous laquelle se déploie une chevelure alla Zazzara. Ouais, j'en sais pas plus. C'est de la mode de l'époque. Il arbore de la main gauche 2 bagues en or qui sont garnies chacune d'une pierre précieuse. Alors, élément intéressant, Agnolo Doni présente le côté droit. Lui, vous le voyez du côté droit. Parce que le côté droit est héraldiquement supérieur. Donc, par conséquent, réservé à l'homme. Alors, démonstration après, quand on verra celui de Madame. Il a vraiment un regard, hein, fixé sur l'observateur. Avec sa magnifique toque et ses cheveux. Tous les détails du modelé, la partie rasée sur le côté du menton, etc. C'est absolument splendide. Sans oublier son pourpoint et ses bagues. Et maintenant, Madame Maddalena Doni. Donc c'est évidemment le pendant de celui qu'on vient de voir, et il est tourné vers la gauche, côté héraldiquement inférieur. Alors ce qui est par contre plus intéressant, c'est que, faites abstraction du visage, regardez la position, y compris pour les mains, la Joconde. La position, la disposition est la même. Donc ce portrait s'appuie sur le modèle de la Joconde, tant en ce qui concerne la disposition générale que par divers détails, le placement du modèle devant une vue paysagère dégagée et la position des mains.
Mais contrairement évidemment à Mona Lisa, Maddalena porte un habit somptueux, alors que la Joconde est vêtue très sobrement. Habit somptueux, c'est normal, son mari est drapier, dont une robe de soie à manches bouffantes, cintrée à la taille par une fine chaîne d'or que l'on verra dans les détails. Elle porte 3 bagues, garnies chacune d'une pierre précieuse, et elle porte aussi un collier à pendentif dont la monture dorée présente en sa partie supérieure, c'est difficile à voir, la figure d'une petite licorne, symbole de la chasteté féminine. Et Maddalena Doni était issue de la famille florentine très ancienne, une des familles les plus anciennes de Florence, la famille des Strozzi. Entrons dans les détails. Bon, son visage n'a pas le charme de la Joconde, c'est certain, mais bon, il fallait quand même respecter la réalité. Ni le visage, ni le sourire d'ailleurs. Voilà, alors en haut du bijou, il y a la représentation d'une licorne, mais je n'ai pas plus de détails. On voit déjà la chaîne d'or, une partie. Les bagues et la chaîne d'or. Voilà, que l'on voit encore mieux ici. On va terminer avec un tableau très célèbre, La Dame à la licorne. La jeune femme est représentée en buste de 3/4, toujours, devant un parapet et une vue paysagère encadrée par 2 colonnettes. Là aussi, une position qui rappelle un peu la Joconde, puisque dans la Joconde, on voit une base de colonne à gauche. Ses yeux semblent dialoguer avec l'observateur, et ses cheveux blonds qui sont déliés, qui descendent sur son dos en une longue spirale. Elle est parée d'un bijou précieux, d'une riche toilette, et elle tient une licorne couchée sur ses genoux et retenue par ses 2 mains. La licorne, animal symbolique, tiré du récit du Physiologus, cet animal était si vif et vigoureux qu'aucun chasseur ne pouvait capturer la licorne, à l'exception d'une vierge magnifiquement vêtue, dont la force viendrait de sa chasteté. C'est un fort symbole de la vertu féminine. Là aussi, Raphaël s'est appuyé sur la Joconde pour notamment le placement du modèle dans l'espace et pour la vue paysagère. Mais ce tableau est en mauvais état de conservation à cause de nombreux repeints. C'est ainsi qu'en 1682, le portrait fut transformé en une Sainte Catherine
la licorne a disparu sous la tribu de la roue. Et donc, dans le cadre d'une restauration, il a fallu évidemment rétablir les choses. Mais ça ne s'est pas fait sans mal. Alors, approchons de la Dame à la licorne. Là aussi, un regard vif vers le spectateur. Sa chevelure est magnifique, hein, c'est la spirale descendant sur l'épaule, c'est splendide. Ça. Et tout son visage. Hein. Ah, c'est pas le même livre, alors. Mais pour les cheveux, c'est très bien. Je vais quand même vous montrer la licorne. Hein. Ça va venir. Mais bon, j'ai pas pu résister à ces détails sur le visage. Ces magnifiques yeux bleus. Bleu-vert, oui. Ah, moi j'ai bleu. Moi j'ai bleu. Oui, ah oui, oui, ça c'est exact. Alors ça c'est la différence, comme je l'ai dit plusieurs fois, hein, entre la photo et la reproduction par le vidéoprojecteur. Oui, moi c'est bleu. Et voilà la licorne avec la vue paysagère entre les deux colonnes. Son vêtement est splendide. Voilà les licornes. Ben, je crois qu'il vaut mieux qu'on s'arrête là, étant donné que la prochaine est intéressante, mais nous prendra un peu de temps. Voilà la licorne. Et sur ce, je vous donne rendez-vous avec la Vierge au Chardonneret la prochaine fois. Voilà. Ça sera pour la prochaine fois. Voilà. Sur ce. Merci. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.